Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas j'espère que vous vous portez nettement mieux que les relations franco-algériennes qui ont basculé dans une dimension totalement qui relève du cinéma. On n'y comprend plus rien. 8 mois de crise, une réconciliation qui a été amorcée, une première visite où on nous a promis que tout allait se passer bien, qu'on allait se réconcilier, qu'on allait enfin reprendre la lune de miel entre Alger et Paris, que les intérêts communs étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. C'était le 6 avril dernier, lorsque le chef de la diplomatie française était à Alger. On pensait qu'on allait tourner la page des tensions. Et voilà que le scandale MLDZ éclate. MLDZ, blogueur, cyberactiviste, qui était totalement méconnu il y a de cela 10 ans ou 8 ans, qui était uniquement connu en tout cas par la communauté algérienne, est devenu l'objet d'un scandale d'État entre la France et l'Algérie. L'ouverture de l'enquête judiciaire et l'incrimination de 3 individus algériens, dont un fonctionnaire attitré du consulat d'Algérie à Créteil et son emprisonnement ou son placement en détention provisoire a provoqué la colère noire d'Alger qui a décidé de riposter et de relancer ainsi la crise avec le pays, avec la France. Les relations entre les deux pays ont basculé dans un cauchemar. Aujourd'hui, l'Algérie a décidé, on va l'aborder tout à l'heure tous les points, mais juste un petit résumé, au point où on en est, à l'heure où je vous parle, l'Algérie a expulsé 12 diplomates français, dont certains occupent des fonctions extrêmement importantes au plus haut sommet de l'ambassade de France, on en parlera, et la France a menacé d'exécuter des représailles immédiates. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre dans les heures à venir, éventuellement, à une expulsion d'un nombre important de diplomates algériens. Jusqu'où va durer cette crise et est-ce que l'affaire MLDZ finalement ne va entériner qu'un divorce qu'on semblait inévitable mais qui aujourd'hui est devenu inéluctable. Pour parler de ce sujet, de tous ces problèmes et de ces sujets et de ces informations assez complexes à comprendre, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau 2 invités que nous aimons tant, que nous avons l'habitude de voir sur notre plateau. Mohamed Sifawi, d'abord écrivain, journaliste, auteur, écrivain davantage, auteur de plusieurs documentaires, dont un livre passionnant sur le Hezbollah vient de sortir normalement, ou va sortir. Il sort dans les jours à venir. Voilà. Mercredi. Merci beaucoup Mohamed, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de te revoir. C'est gentil. Non, mais tes passages sur notre plateau ne laissent personne indifférent. Donc c'est pour ça que je dis c'est un plaisir, parce que je sais qu'une fois l'émission sera en ligne, il va y avoir pas mal de commentaires. Je ne sais pas si tu lis les commentaires ou tu réponds un peu. Non, en fait, je ne lis pas tous les commentaires. Je lis quelques commentaires sur ma page Facebook, mais j'évite de lire parce que d'abord, malheureusement, et je m'en excuse par avance, il y a beaucoup je pense qu'on les appelle comme ça, les mouches électroniques, qui viennent polluer des débats et des gens qui n'ont comme argument que l'injure ou la menace. Et comme j'ai déjà, je crois, une douzaine de plaintes qui sont en cours, je n'ai pas envie d'alourdir le travail de la justice et de déposer de nouvelles plaintes, parce que moi, j'ai une règle, dès qu'il y a menace à l'intégrité physique, je porte plainte. Je pars du principe que les Algériens, notamment, gagneraient à accepter la contradiction et à comprendre du moment qu'ils utilisent les réseaux sociaux, ces outils extraordinaires et ces outils modernes qui sont des outils de débat et d'échange, d'ouverture vers le monde, donc d'exploration d'idées différentes, qu'ils apprennent à accepter aussi le contradictoire, parce qu'en vérité, le contradictoire n'est pas là pour humilier, le contradictoire est là pour pousser les gens à s'améliorer. Toute l'humanité c'est construite par la contradiction. Et d'ailleurs, même la religion dont ils se réclament, soi-disant, c'est une religion qui... enfin, ils sont beaucoup à s'en réclamer, en tout cas. Cette religion dont ils se réclament, en l'occurrence l'islam, les invite justement à accepter la vie contradictoire. Ikhtilaf ou na'ma. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de contradictions ce soir ou aujourd'hui sur notre plateau, parce que nous avons avec nous Bouzid Amirouche, qui est un militant de la démocrate, un des militants du Hirak. Je rappelle que Bouzid, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ça fait plaisir de te revoir. Également, merci pour cette invitation. Je suis toujours honoré d'être avec M. Sifawi. Je suis tout à fait d'accord avec vous que cette menace qui est transnationale, à un moment, il faut dire non. J'ai moi-même déposé il y a une semaine une plainte contre X pour agression parce que j'ai participé au débat et j'ai apporté la contradiction
par rapport à la situation des détenus et des droits humains en Algérie. J'ai moi-même déposé une plainte contre X pour violence, pour menace. Mais qui t'a menacé, Amir, juste pour comprendre le contexte? Je pense que ce qui s'est passé à la suite des influenceurs Zazou et d'OLM, certains s'auto-activent ou bien ils répondent à un appel bien défini pour agir contre l'opposition qui s'active en France. Voilà la situation. Merci pour cette invitation. Alors justement, voilà, on parle d'agression sur le sol français, on parle justement, tu m'as donné une transition, ce qui est arrivé peut-être à Meroche illustre parfaitement la complexité du sujet de ce soir. Il y a un blogueur cyberactiviste qui s'appelle Amir DZ, qui a été enlevé fin avril 2024. L'enquête judiciaire française a été enclenchée. Elle est entre les mains du parquet national antiterroriste. Alors, Mohamed Sefaoui, tu connais très très bien les rouages du système judiciaire français. L'Algérie conteste non seulement la légitimité de cette enquête, elle conteste sa fiabilité et elle dit que c'est un dossier vide. Et elle a riposté en provoquant une crise diplomatique encore plus inédite et plus violente que celle que nous avons connue entre juillet 2024 et le 31 mars 2025. Est-ce que la justice française, elle est aux ordres? Est-ce que la justice française s'est aventurée à emprisonner un fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil juste pour, entre guillemets, titiller ou provoquer les dirigeants algériens? Absolument pas. Le problème, c'est que le problème du pouvoir algérien est multiple. D'abord, il y a un problème de niveau. Il y a une médiocrité qui ne leur permet pas d'analyser les choses avec justesse. Donc déjà, quand on n'arrive pas à analyser les choses avec justesse, il y a un premier problème, puisque tout le reste est évidemment erroné. Ils lisent les événements qui ont lieu en France en fonction de leur rapport à la justice. Ils pensent qu'il y a eu des coups de fil au procureur, etc. Ils oublient que dans ce pays, en l'occurrence la France, il y a un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est sous bracelet électronique. Il y a eu un ancien candidat important à l'élection présidentielle, François Fillon, qui, à la suite d'une enquête judiciaire, était obligé de quasiment déclarer forfait. Il y a d'anciens ministres qui ont été emprisonnés, notamment un ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Il y a des poursuites en cours et une condamnation qui vient de tomber contre la cheftaine du principal parti d'opposition d'extrême droite, en l'occurrence le Rassemblement national. Et potentiellement future présidente, et potentiellement. Et donc, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas, mais je veux pas passer pour quelqu'un d'excessif, mais je ne comprends vraiment pas comment ces gens qui sont à la tête du régime algérien, qui sont branchés sur les chaînes françaises, qui viennent ici régulièrement, dont les enfants ou les proches vivent en France et donc ils sont familiers de ce pays. Ils savent comment ça se passe. Le fonctionnement, comme on dit en France, d'une justice ou d'une police à la papa du temps de Pasqua n'existe plus. Par exemple, quand le régime algérien a fait assassiner Ali Missili en France, dans le quartier latin à Paris. En 1987. 7 avril 1987. Quand Amelou a été arrêté, le lendemain quasiment, il a été renvoyé à ses commanditaires. Quelques jours plus tard, exfiltré. À l'époque, c'était Pandro et Pasqua qui dirigeaient la place Beauvau. Cette époque est révolue, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que d'abord, la qualité des contre-pouvoirs en France et le nombre de contre-pouvoirs en France, entre syndicats, médias, les réseaux sociaux, le responsable politique ne peut plus faire ce qu'il a envie de faire. Ce n'est plus possible, qu'il le veuille ou pas. Et la France n'est pas l'Algérie. Le fonctionnement de la France, ce n'est pas le fonctionnement de l'État algérien. On le voit, le problème de l'État algérien, c'est quoi? C'est que ce n'est plus un État, en vérité. Je suis désolé de le dire ainsi. Pourquoi ce n'est plus un État? Parce qu'on a une clique, et je l'ai dit déjà ici, chez vous, qui s'est approprié les attributs de la souveraineté et qui a fait de l'Algérie une propriété privée. Et voilà, j'appelle le procureur, et voilà, je décide de la peine à infliger à tel opposant. Justement, Mohamed, et voilà que j'utilise la justice pour régler. Un point important, c'est que le ministère algérien des Affaires étrangères a fait un communiqué en convoquant l'ambassadeur de France. Il a fait un commentaire sur l'affaire. Il a dit que les arguments présentés par les services de sécurité français pour justifier l'arrestation
du diplomate algérien. Donc, il n'est pas diplomate, c'est un fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil, mais il a le passeport de service. Donc c'est un agent consulaire. C'est le deuxième degré, on va dire, de la représentation diplomatique d'un pays. Donc l'Algérie semble avoir accédé à des informations. Et les autorités algériennes disent, moi je l'ai fait parce que moi hier des sources algériennes m'ont appelé, m'ont dit il faut que ce soit objectif, vous n'êtes pas objectif, vous devez rapporter les versions des deux parties. C'est vrai, leur version est la suivante, c'est qu'ils ont des éléments du dossier qui sont légers. Ils estiment que normalement, au pire, ça aurait été un contrôle judiciaire. Pourquoi une incarcération? Alors que, soi-disant, dans ce dossier, selon les autorités algériennes, il n'y a que le bornage téléphonique. C'est-à-dire qu'on a juste retrouvé la localisation géographique de cet agent du consulat d'Algérie de Créteil à quelques mètres dans les environs de la résidence d'MLDZ la veille de son kidnapping. Est-ce que cet argument des autorités algériennes peut être audible ou pas? Je vous pose la question à tous les deux, après je la passe à Mioche. Pardon. Hein. D'abord, c'est faux. Premièrement, l'instruction est en cours et on sait que lorsque l'instruction est en cours, il y a un secret de l'instruction. Il y a parfois, évidemment, des fuites qui peuvent arriver de plusieurs sources. Et on est nous-mêmes, journalistes, au courant d'un certain nombre de choses. On n'est pas au courant de tous les tenants et les aboutissants, mais on est au courant de pas mal de choses. D'abord, le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères est un communiqué mensonger. Sur la forme, c'est une catastrophe. On dirait que c'est un blogueur qui a répondu à notre blogueur. Ce n'est pas le communiqué d'un État. Ça, on en parlera. Franchement, et je le dis, je veux dire, je l'ai lu 3 ou 4 fois, les bras m'en tombent. Parce que ce n'est pas un communiqué digne d'un État. Celui qui l'a rédigé et celui qui a validé sa diffusion devrait être viré immédiatement parce que ça fait honte à l'Algérie. À la limite, qu'ils veuillent construire une dictature. Au moins que ça soit une dictature digne de ce nom en mettant les formes. L'Algérie a toujours été une dictature. On parlera de ce point-là. Là, pour le coup... Sur la contestation de l'argument judiciaire et sécuritaire. Sur la contestation, je pense que la manière dont ils s'y prennent n'est pas la bonne. Parce que, premièrement, la justice en France est libre, contrairement à la justice algérienne. Deuxièmement, la procédure judiciaire est construite autour d'un élément central qui est le sacro-saint principe de la justice française, c'est le contradictoire. C'est-à-dire que le fonctionnaire du consulat d'Algérie dispose d'un avocat qui a accès au dossier et qui peut soutenir son client avec du contradictoire et faire évidemment des procédures nécessaires pour obtenir une libération provisoire, etc. Ce que je sais, c'est que lorsque le parquet national antiterroriste, ce n'est pas n'importe quel parquet. C'est une juridiction très sensible. C'est une juridiction d'ailleurs très spécialisée, avec des services de police très spécialisés qui ne sont pas, je dirais, les derniers perdreaux de l'année. Ils connaissent leur métier sur le bout des doigts. Et en face, encore une fois, j'ai parlé de contre-pouvoir. Vous pensez, ou qui pense sérieusement, qu'avec tous les contre-pouvoirs, le système de défense qui existe et qui est sacralisé en France par la justice française, on puisse faire quelque chose de léger et détenir arbitrairement, parce que c'est ce que laisse croire le régime algérien, un fonctionnaire d'un État étranger. Mais il y a un aspect qui n'est pas mentionné. Parce que le fonctionnaire en question, d'abord, ce n'est pas un civil, c'est un militaire, c'est un adjudant des services de renseignement algériens. C'est une information confirmée? C'est une information que je vous donne, mais en plus de ça, il faut aussi se demander sur la partie non visible de cette affaire, pourquoi un lieutenant-colonel qui était vice-consul à Créteil a été exfiltré à partir du mois de décembre et qui est sorti quasiment clandestinement en quittant le territoire français pour rentrer en Algérie. Alors si demain il va y avoir une commission rogatoire internationale et une demande d'extradition, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que je vais vous dire une chose. Juste, Mohamed, je vais m'arrêter juste sur ce point-là parce que là j'allais aborder ce cas de l'adjoint consul. Mais avant d'arriver à ce point-là, parce qu'il est cité dans 2 dossiers différents, le dossier d'MLDZ et le dossier de l'espionnage qui implique un fonctionnaire de Bercy. Mais avant d'arriver à ce point-là, juste Bouzier, toi, en tant qu'acteur, peut-être tu as plus de recul que nous, parce que nous on est des journalistes, on fait de l'investigation, on est dedans, on réagit, etc. Toi, avec un acteur, tu as plus de recul. Est-ce que la justice française aurait pu se tromper selon toi? Tu es là, tu vis en France maintenant, tu es un observateur averti de la vie politique et judiciaire et médiatique française. Est-ce que
l'argument des autorités algériennes qui dit que la justice française est partie loin. Clairement, elle a été instrumentalisée pour emprisonner un agent officiel du consulat d'Algérie à Créteil. Certaines sources algériennes parlent même de vengeance, parce que Boualem Sansal n'a pas pu être libéré. On veut enfermer un officiel algérien pour l'échanger plus tard. Est-ce que l'Algérie a vraiment tort dans tout ce qu'elle dit? L'Algérie, dans sa tentative, voudrait relancer le débat sur une question fondamentale. Je voudrais bien relancer ce débat que c'est un dossier politique et non pas un dossier judiciaire. Et la question, elle est là. Mais je pense que avec tout le professionnalisme qui caractérise justement le travail du ministère de la Justice française, que les magistrats, que le parquet ne peut pas s'aventurer sur un terrain aussi sensible et de mettre en prison injustement, de façon illégale, quelqu'un qui serait accusé à tort d'avoir fait ce qu'il a fait. Cette chose est dite. Mais je pense aujourd'hui, je tiens à mettre en évidence que cette menace transnationale, elle ne date pas d'aujourd'hui, comme vient de le souligner notre ami M. Sefaoui, qu'effectivement, ça nous renvoie à une date encore vivante dans l'histoire de l'opposition algérienne. C'est l'assassinat de Maître Ali Psili, bras droit de feu Hussein Ahmed, qui était un des artisans de l'opposition algérienne, du rapprochement entre Hussein Ahmed et Ben Bella. Mais plus important, Ali Psili avait pris un dossier très sérieux, c'était la défense de 7 opposants politiques que l'État français, le ministère de l'Intérieur Charles Pasqua, essayait de renvoyer en Algérie à la demande d'Alger. Et que Ali Msili avait menacé justement le ministère de l'Intérieur de porter l'affaire au Conseil d'État, aux plus hautes autorités judiciaires, pour justement empêcher cette livraison d'opposants algériens. Je parle de ça parce que le contexte de 87, l'État algérien voudrait l'imposer, ce contexte, il voudrait encore le recréer en 2025. Il y a une demande d'Alger d'extradition d'une bonne partie de l'opposition algérienne qui est en France. 2, il y a une menace réelle qui a été activée, je le dis, je le répète, et c'est vérifié, c'est vérifiable. L'État français lui-même est engagé dans la lutte contre cette violence, cette forme de terrorisme transnational qui touche sur le sol français une opposition algérienne mobilisée autour des questions des droits humains, des libertés et de la fondation d'un État de droit et de la démocratisation de la vie politique en Algérie. Cette violence transnationale, cette action transnationale, elle est posée aujourd'hui, elle se pose en comprenant que ce qui s'est passé en 1987 peut être réédité ou est réédité en 2024, en 2025, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 1987, le ministère de l'Intérieur avait cédé à la demande d'Alger parce qu'il y avait aussi cette problématique d'otages français au Liban, et que Alger, elle tirait les ficelles. Tout le monde sait, toutes les institutions internationales le disent, que Alger tirait les ficelles du terrorisme international dans les années 70 et 80. Et aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Moi, je voudrais recentrer le débat sur la nécessité de sensibiliser l'opinion nationale en France et internationale, et les instances internationales, sur cette menace qui a été activée contre l'opposition algérienne. En France, sur ce qui s'est passé avec les influenceurs qui appellent au meurtre, lynchage, et je me pose la question, pourquoi le dossier de Axel Belabassi a été renvoyé? Il a été renvoyé d'ailleurs le jour même, non, il a été renvoyé la veille de l'appel téléphonique entre Emmanuel Macron et aujourd'hui, Axel Belabassi, numéro 2 du match. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour exprimer toute ma solidarité avec Axel Belabassi, membre du MAC, pour appeler à la mobilisation, pour soutenir Axel Belabassi et pour exiger justement de l'État français que justice soit rendue et qu'il ne cède pas à la demande d'Alger de livrer l'opposition algérienne à cette dictature. Justement, pour parler de l'État français, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est clairement visé par le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, qui est clairement visé par le régime algérien comme étant l'homme qui aurait comploté pour préfabriquer l'affaire MDZ afin de torpiller les relations, la reconnaissance entre Alger et Paris, s'est exprimé dimanche soir, avant de partir au Maroc aujourd'hui.
Donc la présence de Bruno Retailleau au Maroc, je crois que ça va aggraver, ça va alimenter les mauvaises humeurs des dirigeants algériens. Mais c'est pas un problème. Il a dit ceci, il a dit qu'il y a un enlèvement et qu'il est avéré que l'homme du consulat d'Algérie est impliqué, mais il a été prudent, il a dit qu'il n'y a pas encore de lien avéré entre l'enlèvement et l'État algérien et que l'enquête elle est en cours. Justement, comme il n'y a pas un lien avéré, est-ce que le fait de l'avoir emprisonné, de l'avoir incarcéré, de l'avoir, etc., et d'en avoir fait une affaire, parce que les médias français, ils en ont parlé, comme si l'avocat d'Amel DZ, il a parlé de terrorisme d'État. Maître Éric Plouvier, il a parlé de... Est-ce que c'est pas aussi excessif d'accuser ou de mettre en cause d'ores et déjà l'État algérien, alors que, comme on l'a dit Mohamed, il faut être juste et honnête. La justice française n'a pas encore formulé des accusations directes et frontales à l'encontre des dirigeants du pouvoir algérien, pour le moment. Bon, d'abord, j'ai aucune légitimité pour parler au nom de l'État français, mais en revanche, je vais être dans mon rôle et parler de ce que je sais. Premièrement, il y a tout qui permettrait de déconstruire les thèses algériennes et les thèses complotistes. Premièrement, la tentative d'enlèvement et probablement d'homicide qui ont visé Amer DZ ont eu lieu en avril 2024. Bruno Retailleau n'était pas ministre de l'Intérieur. L'enquête a commencé donc juste en avril 2024, après les faits mentionnés. Cette enquête a fait son chemin et effectivement, les autorités françaises, judiciaires d'abord, policières d'abord, judiciaires et policières, ont eu un certain nombre d'éléments qui permettent d'incriminer le régime algérien. Il y a deux types d'incrimination. Personnellement, j'ai vu de mes propres yeux des notes qui spécifient la chose suivante. Les services de renseignement français, DGSI et DGSE, disposent de suffisamment d'éléments pour dire que Alger est derrière cette opération. Mais c'est très grave ce que tu nous dis, Mohamed. Je pense que je suis... C'est un pavé dans la mare que tu es en train de jeter. Je pense que je suis une personnalité identifiée et que je suis journaliste professionnel depuis maintenant suffisamment longtemps pour savoir la gravité de choses que je peux dire. Et je le répète, j'ai vu de mes propres yeux des notes adressées aux plus hautes autorités françaises disant que les deux principales agences de renseignement des services français, en l'occurrence la DGSE et DGSI, ont suffisamment d'éléments pour incriminer le pouvoir d'Alger dans la tentative d'enlèvement et probablement d'homicide qui a visé le blogueur et influenceur opposant algérien Amer DZ, plus connu, en l'occurrence Amir Boukhar. Cela signifie quoi? Est-ce que cela signifie que des dirigeants de premier rang de l'État algérien auraient commandité cette opération? Je vais poursuivre mon raisonnement. Encore une fois, je ne parle pas au nom de l'État français qui est doté de suffisamment de porte-parole et d'avocats pour parler en son nom. Je parle à partir de mon rôle à la fois de journalistes engagés, d'écrivains et de personnes connaissant suffisamment bien le régime algérien et ses travers pour m'exprimer sur ce sujet. Cela veut dire quoi? Dans ce type de procédure, il y a toujours deux aspects. Il y a un aspect de renseignement qui est entre les mains d'un service de renseignement, enfin, des éléments concrets, des analyses qui laissent penser ou qui laissent affirmer que la main qui est derrière cette action criminelle est la main d'un État étranger. Ensuite, il y a la judiciarisation du renseignement, c'est-à-dire qu'il y a les éléments de renseignement, il y a leur judiciarisation. Dans les éléments de renseignement, certains éléments ne sont pas systématiquement versés dans un dossier judiciaire, parce qu'il y a le secret défense, parce qu'il y a plusieurs raisons, et les techniciens le savent. La judiciarisation du renseignement n'est pas systématique. Les services d'enquête, en revanche, ont eux aussi eu suffisamment d'éléments, dont le bornage, et le bornage pas à une seule fois. On peut considérer, à ce titre, que si mon téléphone borne à côté du tien, une fois, on peut considérer que c'était le fruit du hasard, parce qu'on habite tous les deux en Île-de-France, admettons, et qu'on puisse se retrouver au marché le même jour. Ça peut arriver, le hasard peut arriver. En revanche, et c'est dans le cas d'espèce, c'est ce qui arrive, quand on borne 2 fois, il y a moins de risques que ce soit un hasard. Quand c'est 3 fois, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que
Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant l'enlèvement d'Amir DZ, il y a eu un moment de surveillance, Pistage. il y a eu un moment où il a été suivi, il y a eu un moment où il a été pisté, repéré, etc. Ça peut être des cercles privés. Oui, des cercles Ça peut être des privés. cercles privés Et qui se auraient trouve- financé une opération. Il se trouve, encore une fois, que la personne, en l'occurrence l'adjudant de la DDSE, qui est un élément des services de renseignement algériens, qui est en prison, C'est avéré cet élément-là. bien sûr que c'est avéré. C'est versé dans le dossier judiciaire. C'est versé dans le dossier judiciaire. Donc cet élément adjudant-chef de la DDSE, qui est en prison aujourd'hui en France, n'a pas agi de façon, je dirais, comme un civil. Il a agi comme un élément sécuritaire. Je voudrais quand même préciser une chose. C'est que l'assassinat politique et le coup tordu, c'est dans l'ADN du régime algérien. Je rappelle quand même que des héros de la guerre de libération ont été assassinés à Ben Ramdan. Justement, Non. Mohamed, Attends, mais là, on parle d'un blogueur, on parle non, d'un non. DZ, Attends, on parle c'est pas grave. On parle d'Amir DZ. Et j'y reviendrai. Il faut que les Algériens, c'est vraiment la modeste mission que je m'attribue. Il faudrait que les Algériens ne soient pas manipulés par un régime qui est une dictature qui est en train de les tourner en bourrique. Pardon. Il faut que les Algériens soient bien informés parce que les médias sont verrouillés en Algérie et parce que parfois beaucoup de médias français ne connaissent pas la réalité de l'Algérie comme nous la connaissons nous. On est d'accord. Donc la première chose d'abord, il faut rappeler que l'exécution, les coups tordus, c'est dans l'ADN du régime algérien et de ses services de renseignement. Ben Ramdan a été assassiné par ses frères d'armes. Déjà par l'embryon de ce qu'allait être la sécurité militaire. Karim Belkacem a été assassiné à l'étranger par la sécurité militaire. Signataire des accords d'Évian. Signataire des accords d'Évian. Ce qui n'est pas n'importe qui. Ce qui est, à forte raison, plus que symbolique. Ce qui était l'équivalent d'un ministre de la Défense pendant la guerre de libération. Ça, dans les années 60. Et je passe sur l'emprisonnement arbitraire et de Aït Ahmed, et de Ben Bella, et de Mohamed Boudiaf, etc. Je passe sur tout ça. Mohamed Khedr a été assassiné par la sécurité militaire algérienne. Donc déjà ça, dans les années 70. Je passe sur d'autres faits qui ont eu lieu aussi durant les années 70. Durant les années 80, on a parlé d'Ali Messidi. Les années 90, il y a eu la guerre civile, donc ils se sont calmés, ils ont fait leur magouille en interne. L'assassinat de Boudiaf. Bien sûr, l'assassinat de Boudiaf. Non, mais je parle des assassinats qui ont eu lieu à l'étranger. C'est-à-dire cette projection pour aller assassiner des opposants à l'étranger, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Un point d'ordre, parce que c'est très important ce qu'on est en train de dire. Là, on parle quand même de personnalités politiques de grande envergure. Ali Messidi, comme l'a dit Bouzid, et je vais donner juste la parole à Bouzid, après je reviendrai sur toi pour nous parler d'Amir DZ. Mais voilà, on parle, ce que dit Mohamed, c'est des grandes personnes. Ce que dit Mohamed Sifawi est complètement vrai. C'est historique, c'est irréfutable. Mais là, avec tout le respect, bon, Amir Aouichoufina, Amir Tassahabna, on s'entend bien avec toi, etc. Mais Amir DZ n'a pas le poids de Boudiaf, n'a pas le poids d'Ali Messidi, n'a pas le poids de Khedr, n'a pas le poids de Abdel Ramdan. Je reviendrai, on donne la parole à Bouzid et après je reviendrai. Est-ce qu'il est logique? Parce que ce que dit les dirigeants, voilà, parce que qu'est-ce qui a été dit dans le communiqué, indirectement? Dans le communiqué des affaires étrangères, il y a eu les non-dits. Les non-dits, ils ont traité Amir DZ de voyous, d'énergumènes, comme si le pouvoir algérien est en train de nous dire mais on ne va pas se permettre d'aller assassiner un voyou, un énergumène. Une remarque très importante, c'est que d'abord, M. Sifawi a fait référence à cette culture quand il dit que effectivement le pouvoir algérien, les autorités algériennes, ils réagissent par rapport à leur vécu, par rapport à leur pratique. Et là, j'explique que le passage justement du fait de cibler des personnalités historiques, politiques, d'envergure nationale et internationale, à une époque, nous renvoie à une autre époque où justement le pouvoir algérien en Algérie emprisonne des Algériennes et des Algériens, hommes et femmes, jeunes, âgés, sans distinction d'âge ou de sexe, pour avoir publié des opinions sur des réseaux sociaux. On voit bien la déliquescence de ce pouvoir qui est prêt à mettre tout le monde en prison.
Et qui s'attaque aussi, sur des espaces transnationaux, en France, en Europe, un peu partout dans le monde, à cette opposition à travers MLDZ, à travers la question est très d'autres claire. personnes. Est-ce que MLDZ est aussi dangereux ou puissant pour qu'on lui prépare une opération de kidnapping, d'enlèvement, d'assassinat? On parle d'un cyberactiviste, d'un tout à blogueur. fait. Il n'est pas président de parti politique, Tout à fait, il n'a pas... Voilà. tout à fait en relation avec la fragilité et la bêtise du pouvoir algérien. C'est-à-dire ils réagissent par rapport à leur vécu, à leur niveau. Et on a eu l'occasion d'en débattre ici dans d'autres émissions pour dire que la gestion d'un pays comme l'Algérie, qui se fait gérer par des sauts d'humeur du président Tebboune, nous renseigne sur le niveau politique, intellectuel de ce pouvoir. Donc pour toi, c'est possible. Le régime algérien pourrait être tenté d'éliminer carrément MLDZ. Il le fait. Il a actionné aussi d'autres influenceurs pour appeler au meurtre et au lynchage. C'est concevable, franchement. C'est concevable. Non, mais ta question... Une dictature contre un blogueur. Ta question est logique, mais ta question, je pense, ne prend pas en compte la psychologie du principal commanditaire de tout ce qui est en train d'arriver, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune. C'est une grave accusation. Principal commanditaire, c'est une grave accusation. Le principal commanditaire, oui, encore une fois, moi je ne vis pas en Algérie, il n'y a pas une justice qui me protège. Donc s'il n'est pas content, il y a des juridictions ici, il vient et on s'en explique, si c'est un homme. Puisque moi je ne menace pas les gens. Moi je crois dans la justice. Et je crois dans la justice française. Je ne crois pas dans la justice algérienne, qui est malheureusement... qui a été rabaissé au rang de serpillière par un pouvoir illégitime. Je crois en la justice française. Donc je pèse mes mots, et celui qui n'est pas content, il vient s'expliquer. Juste pour remarquer, parce que la justice française, pour le moment, il faut être clair et précis pour qu'on ne nous dise pas qu'on a un parti pris. Pour le moment, le parquet national antiterroriste n'a pas mis en cause un haut responsable du pouvoir algérien ou une personnalité bien précise, occupant des fonctions suprêmes au plus haut sommet de l'État algérien, juste pour être précis. Moi, je mets en cause Abdelmadjid Tebboune sur plusieurs choses. D'abord, observant la chose suivante, que depuis qu'il est arrivé, il y a des choses qui ont changé. La France, par exemple, a observé que depuis 2021, au lendemain du Covid, après la crise sanitaire, donc Tebboune arrive en 2019, il est placé par Gaïd Salah. Il y a entre-temps la crise sanitaire, le Covid, les confinements, etc. Donc on ne se rend compte de rien, les gens sont occupés à essayer de rester en vie, à minimiser les dégâts. On sort de la crise sanitaire, la France officielle observe, à partir de 2021, un activisme inhabituel et inédit, depuis l'indépendance du pays sur le territoire français de la part des services de renseignement algériens, qui leur a donné l'ordre. En quoi consiste cet activisme inédit? En des campagnes de harcèlement, en des campagnes d'intimidation, en des campagnes de tentatives, y compris pour attenter à l'intégrité physique des gens. Et je crois que toi-même, tu en as fait les frais, et sans trahir de secret, que toi-même, tu es victime d'une affaire qui est toujours en cours, où il y a toujours une instruction. Et évidemment, il y a des soupçons sur l'implication du pouvoir algérien. On est bien d'accord jusque-là. Il y a eu le cas Aboud Hicham, qui a subi une tentative d'enlèvement également, avec un procédé similaire que celui qui a touché MRDZ en Espagne. On est d'accord jusque-là. On a l'opération d'MRDZ qui a failli tourner au désastre, et je lui exprime toute ma solidarité, évidemment de principe, parce que j'estime, quels que soient les désaccords politiques, idéologiques qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est inacceptable de subir ça. Et évidemment, les gens du MAC, avec tous les désaccords que je peux avoir avec eux, je leur exprime également toute ma solidarité. Parce que justement, je suis totalement opposé à ce qu'on puisse utiliser ce type de méthode. Le problème, c'est que la mentalité de Tebboune est une mentalité qui prend Boumediene comme l'alpha et l'oméga
de la virilité du chef d'État le plus soi-disant emblématique qui aurait incarné une période où l'Algérie était respectée. En fait, en vérité, c'est juste qu'il se trompe de période, il se trompe de temps et il se trompe du fait qu'il n'est pas véritablement l'autre dictateur, en l'occurrence Boumedienne, qui était minable, soit dit en passant. Même il reste respecté par beaucoup d'Algériens. C'est leur problème. C'est leur problème. Moi, je ne respecte pas les dictateurs. Non, je dis, mais je précise juste. Moi, je ne respecte pas les dictateurs et je ne respecte pas tous ceux qui ont mené l'Algérie vers la catastrophe. Ils n'en demeurent pas moins que certains dictateurs demeurent populaires. Oui, oui, d'accord, mais très bien. Mais quand tu as une école qui a eu pour objet de mener une politique d'abrutissement des masses, ce n'est pas par hasard si les Algériens se retrouvent dans l'état où ils se retrouvent aujourd'hui, où leur élite se retrouve dans l'état de médiocrité dans lequel ils se retrouvent. Pas seulement l'école. Mais pas seulement l'école. Les mosquées, l'école, enfin, la mentalité ambiante. La dictature politique, l'emprisonnement de l'opposition, mais tout ça. Le système unique. Enfin bref, personne ne renie la répression. Là, on parle d'un projet d'assassinat. Deuxièmement, ça, la gravité, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait de plusieurs affaires une affaire personnelle. Pourquoi, et tu as posé à juste titre la question, pourquoi MRDZ? Eh bien, MRDZ, il faut lui poser la question. Il a eu juste le malheur de citer la femme et la fille de Abdelmajid Tebboune dans l'un de ses postes. Il en a fait une affaire personnelle. Pourquoi il en fait une affaire personnelle avec Bouchouerb? Parce que Bouchouerb a fait en sorte d'enrayer la progression de carrière de la fille d'Abdelmajid Tebboune lorsqu'elle était au ministère de l'Industrie. Pourquoi la section de recherche de la gendarmerie, les membres de la section de recherche de la gendarmerie qui avaient arrêté son fils, ils se retrouvent tous quasiment en prison aujourd'hui? Pourquoi son ancien directeur du protocole est en prison et il a été condamné à 10 années de prison? Non pas parce qu'il aurait détourné, probablement qu'il aurait détourné. Pourquoi pas? On n'en sait rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est soupçonné d'avoir alimenté MRDZ et d'avoir été à l'origine des informations qu'il a distillées sur sa propre famille. Alors, je rajoute encore, il y a, par exemple, parmi les gens qu'il réclame, parmi les 19, une personnalité dont je ne vais pas citer le nom, par respect pour la personne et pour ne pas l'exposer encore davantage. Mais je sais que cette personne, qui est détentrice, je dirais, d'un certain nombre d'informations compromettantes pour le chef de l'État algérien lui-même, pour sa vie privée, sur laquelle je ne vais pas rentrer, parce que moi je ne joue pas et je ne rentre pas dans ces histoires-là, il en fait aussi une affaire personnelle. Donc, à un moment donné, quand je disais, et je dis depuis des années à l'opinion publique algérienne, que ce sont des gens qui ont pris la tête d'un État en prenant les attributs de la souveraineté pour faire de l'Algérie une propriété privée, ce n'est pas un excès de langage, c'est de la vérité. C'est-à-dire que la justice est devenue la leur. C'est devenu comme les juges sont devenus des employés de M. Tebboune. Le ministère des Affaires étrangères, ce sont des employés de M. Tebboune, non pas des employés de l'État algérien. Les services de renseignement, les services de renseignement algériens ne sont pas des fonctionnaires de l'État algérien, ce sont des employés de M. Tebboune. Ce que dit Mohamed Sifawi, il a abordé là, pour le moment, ça reste une thèse, donc ce n'est pas encore confirmé par la justice. Mais est-ce que la thèse de la vengeance personnelle d'Ouzid, toi qui connais un peu le système algérien, qui a été victime toi aussi, ton corps défendant, voilà, malgré toi, du système algérien, est-ce que le système algérien pourrait être aveuglé par une vengeance personnelle, comme le dit Mohamed Sifawi, et pourrait aller jusqu'à mettre en place, on parle de séquestration, d'enlèvement et d'un projet d'assassinat. Est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est crédible cette explication, Bouzi, de ton point de vue? D'abord, c'est historiquement vérifiable que le pouvoir algérien a toujours eu recours à cette action transnationale pour non pas seulement museler, mais pour tuer, assassiner des figures représentatives de cette action de mobilisation, d'une formulation d'une convergence démocratique contre ce pouvoir. Est-ce qu'MRDZ fait partie de ce genre de figure? D'abord, MRDZ participe au débat, il participe de façon significative au débat que nous réussissons à faire ici en relation avec la communauté nationale et la diaspora.
Au contraire, je pense que l'action des blogueurs, votre action vous-même et l'action d'Amir Dizet participent à l'enrichissement de ce débat et à la prise de conscience qu'effectivement, c'est le moment de passer à une démocratisation de la vie politique en Algérie. Et c'est ce qui est mis en danger, cette gente qui s'était autoproclamée détentrice de cette souveraineté et qui mobilise justement les moyens de l'État pour actionner une répression des assassinats sur un territoire transnational. Donc pour toi, Bouzi, si je ne comprends pas, ce n'est pas une vengeance personnelle. C'est un projet politique qui vise à éliminer toute voix contestataire. C'est cela? Mais ce que vient d'expliquer M. Sefaoui est symptomatique du premier responsable de cette junte militaire en Algérie, en l'occurrence la personne d'Abdelmajid Tebboune. Nous avons eu l'occasion d'assister, de voir, de lire les déclarations de ce président qui qualifie Boualem Sansal de... fils de... Voilà. Voilà, je ne pourrais pas. Et ça nous renseigne que cette personne-là gère un pays avec ses sauts d'humeur, avec un niveau de... Oui, je complète ma démonstration, et je ne suis pas en désaccord, je suis en total accord avec ce que dit Sibouzid. Et juste pour compléter la démonstration, il avait été humilié par Abdelmalek Sellal. Lorsque Sellal était Premier ministre et lui il était ministre de l'Habitat. Sellal, il en a fait une affaire personnelle. Il a été humilié par les Kouninef et les frères Kouninef et Saïd Bouteflika quand il était Premier ministre, et il a été évincé au bout de quelques semaines seulement. Et Ali Haddad aussi. Et Ali Haddad, bien sûr. Bien sûr. Il faut voir l'acharnement, et je suis loin de les défendre. Hein. Je les ai, je pense, suffisamment attaqués lorsqu'ils étaient aux affaires, les uns et les autres, et à juste titre. Mais une anecdote. Savez-vous dans quelle prison est Saïd Bouteflika? Bayad. Cheikh le Biot. C'est quel patelin, ça? C'est pas très loin de lieu de naissance de M. Abdelmajid Tebboune. C'est le patelin de Tebboune, exactement. Alors, comme me le faisait remarquer une personne avec laquelle je discutais pas plus qu'hier, m'a dit, tu sais, les rois de France, avant, leurs pires opposants, ils les emprisonnaient sous le château où ils habitaient. Donc, d'une certaine façon, d'un point de vue de la symbolique, je suis convaincu que si Saïd Bouteflika se retrouve dans cette prison-là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, d'une certaine façon, cet individu, Abdelmajid Tebboune, qui a été placé, encore une fois, par une armée qui se retrouve aujourd'hui totalement émasculée, à la tête de l'État, il sait lui-même qu'il n'était pas prédestiné pour occuper un tel poste parce qu'il n'est pas calibré pour le poste. D'un point de vue déjà des capacités. Pourquoi se venger? Parce que je pense qu'il y a l'aspect psychologique qu'il faut prendre en compte. C'est quelqu'un qui n'a jamais été calibré pour le poste qu'il occupe aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a souvent été viré pour incompétence depuis qu'il était chef d'aïra de tous les postes qu'il a occupés. Pour manquement. Juste pour une question de niveau, encore une fois. C'est quelqu'un qui est connu pour être un médiocre. Et Sidi Hamd Ghazali a témoigné que sa nomination au poste de responsabilité de haut niveau relevait du fait qu'il servait de rapporteur au service secret. Exactement. Puisque je connaissais très bien Sidi Hamd Ghazali, paix à son âme, et effectivement, il fait partie de ces grands hommes d'État en Algérie qui n'ont pas eu la chance d'occuper les plus hautes fonctions et qui effectivement racontent la chose suivante, c'est que pendant longtemps, la première force des services de renseignement algériens, c'était leur stylo. C'est-à-dire lorsqu'ils mettaient leur veto sur une personnalité, quelle qu'elle soit, sa carrière était brisée. Lorsque des petits pantins ou sous-fifres, comme l'était à l'époque Abdelmajid Tebboune,
voulait progresser, il fallait qu'il fasse acte d'allégeance à la sécurité militaire, devenu plus tard le DRS. Et c'était le DRS qui l'imposait pour faire partie justement des Il faut voir le malheur qu'a causé cette institution, qui a dévitalisé complètement. Pourquoi? Parce que les gens libres, les plus grandes potentialités du pays, même lorsqu'elles sont montées un petit peu, on leur a fait un plafond de verre. Parce que justement, elles n'étaient pas adoubées par les services de renseignement. Et tous les médiocres, qui étaient effectivement des petits indiques, des petits rapporteurs, des gens qui n'hésitaient pas à vendre, y compris leurs propres frères et leurs propres mères, et bien ceux-là, ils ont pu gravir les échelons. Et voilà la situation où se retrouve l'Algérie aujourd'hui. Je l'avais expliqué dans l'état DRS, Histoire secrète de l'Algérie indépendante, parce que justement, je pense que l'une des clés pour que l'Algérie aille de l'avant et sorte, je pense que beaucoup de choses malheureusement on est en retard aujourd'hui, ou c'est peut-être foutu, j'en sais rien, on verra l'avenir. Mais en tout état de cause, tant que ces pratiques-là ne cesseront pas, l'Algérie restera au fond du caniveau. Justement, alors c'est un autre débat, peut-être parce qu'il y en a qui pourront faire remarquer que ces pratiques-là n'existaient pas durant ces 20 dernières années. Voilà, c'est-à-dire à l'époque du général Teuverdo Abdelaziz Bouteflika, Meldezad existait, moi j'existais, j'étais à Alger, Bouzid était en Algérie, la répression était beaucoup moins brutale, et la crise avec la France était beaucoup moins grave. Abdou, j'ai eu l'occasion de le dire, une dictature, à la limite, c'est un projet politique. Il y a des dictatures qui savent mettre les formes, c'est-à-dire connaître leurs propres limites. Et malheureusement, quand la dictature est doublée de médiocrité, ça donne ça. Aujourd'hui, à la dictature, c'est rajouté la médiocrité. On ne va pas quand même faire l'injure de comparer Abdelmadjid Tebboune à Abdelaziz Bouteflika, qui était un affreux personnage auquel j'ai consacré un livre, un pamphlet, qui avait emprisonné Mohamed Benchiko, qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie par la corruption, etc. Mais on ne va pas les comparer. C'est comme si je veux dire, c'est tout simplement incomparable. Ça là, une émission à part, je pense qu'à la dictature et au dérèglement psychologique de l'individu en question, ce n'est pas un secret de polichinelle. Son penchant pour l'alcool, même si c'est un tabou en Algérie, moi je m'en fous. C'est-à-dire cette hypocrisie qui fait... des grands dirigeants qui buvaient de l'alcool, lui, des grands démocrates. Lui est quelqu'un qui est quand même à la limite de l'alcoolisme. C'est un secret de polichinelle. Donc moi j'ai aucun problème. Moi je bois. Je le dis au... C'est pas ça. Je suis tout sauf un islamiste. Je suis plutôt quelqu'un qui il y a des grands génies dans l'humanité qui sont des grands buveurs. Oui, d'accord, mais entre un grand buveur, entre un bon vivant, un épicurien et un alcoolique qui finit par détruire une partie de ses capacités cognitives, je pense que... Il suffit... Non, mais pourquoi je le dis ? Pourquoi je le dis ? Parce qu'il faut recueillir les informations qui font état de ces colères noires. C'est-à-dire quand on rentre dans l'irrationnel, quand on n'est plus capable, tout en étant chef d'État, de maîtriser ces colères. Parlez de cette colère noire. La colère, elle est là, expulsion de diplomates français, peut-être une rupture bientôt, peut-être une expulsion de diplomates algériens dans les heures à venir. Juste Bouzid, pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'affaire Meldezad, c'est un acte de divorce qui vient d'être signé entre l'Algérie et la France ? Je pense que cet acte de divorce ne dépend pas fondamentalement de cette affaire parce que le contentieux actuel et historique ne se réduit pas à cette affaire. L'affaire Meldezad est une manifestation du comportement, de l'action des services secrets algériens sur des espaces transnationaux qui visent l'opposition algérienne, les penseurs algériens qui sont contre ce régime. Mais je pense, pour revenir à cette question de relations algéro-françaises, franco-algériennes, je pense que d'abord, il y a un travail des mémoires qui doit se faire, un travail sérieux de mémoire qui doit se faire. Et sur cette question, nous, en tant qu'Algériens, nous avons le droit d'accéder à la vérité, à la réparation historique, à l'archive dans son intégralité.
mais aussi d'arrêter de surexploiter cette rente mémorielle et de toujours rejeter les malheurs de cette Algérie sur d'autres. Mais aussi, pour ce qui est de la France devrait adopter une position pragmatique, mais aussi une position de réparation historique. Elle a démontré qu'elle pouvait le faire par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays dans d'autres contextes politiques de l'histoire de la France. Il est de la responsabilité de l'État français d'assumer son histoire, d'assumer son passé, d'assumer son présent pour mieux négocier son avenir. Et pour ce qui est de l'Algérie, l'Algérie, à travers sa représentation du pouvoir, n'est pas encore en maturité, en capacité de voir ses intérêts, de négocier ses intérêts de façon objective. Et c'est ce que nous ici, en exil, c'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous disons, que ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas de cette façon qu'on pourrait défendre l'intérêt national de l'Algérie. Non mais, Mohamed, à la fin, il y avait une réconciliation qui a été mise en place. C'est bon, elle appartient du passé, c'est bon. Maintenant, on ne peut plus parler de réconciliation. Est-ce que cette affaire risque de provoquer le divorce quasi inévitable entre l'Algérie et la France? Moi, j'y ai jamais cru. Et les quelques responsables français avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, j'aurais dit clairement, je pense que vous êtes bien naïf ou méconnaissant totalement la réalité de vos interlocuteurs. Il n'y avait pas de volonté de se réconcilier. Encore une fois, on a eu l'occasion d'en parler. Il n'y avait qu'à voir comment Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a été reçu, avec quand même beaucoup de dédain. Je ne pense pas que le régime algérien reçoive de cette manière le représentant de la diplomatie d'un autre membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a même exprimé une satisfaction du bilan de sa visite. Il a été très satisfait de ce qu'il a déclaré. Là où je pense que les autorités françaises, en tout cas celles qui sont chargées de la diplomatie, ont tort, c'est que d'abord, ils font l'erreur de considérer ou de lire le régime algérien comme s'il s'agissait du Venezuela, du Royaume-Uni, de la Belgique, des États-Unis, avec tout ce que ça implique comme rationalité. Là, il y a un élément irrationnel qui rentre en jeu. C'est ce qui est déstabilisant pour eux. C'est-à-dire que d'abord, ils ont en face des gens retors qui n'ont pas de parole, des gens qui ne sont pas sérieux. C'est le terme qui est utilisé en termes diplomatiques. Les Français sont naïfs, Mohamed? Les dirigeants français sont naïfs, on ne peut pas le comprendre. Je pense qu'ils ne sont pas naïfs. Je pense qu'ils font preuve de responsabilité parce qu'ils gèrent un État. Ils ne gèrent pas un douar. Ils ne gèrent pas l'avenir ils ne sont pas dans le même état d'esprit que Abdelmajid Tebboune et sa petite clique. Je veux dire, bon, à la limite, de façon cynique, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Ce type qui a 80 ans aujourd'hui, pour combien d'années il en a encore, à rester à la tête de l'Algérie. Bon, on va faire en sorte à ne pas compromettre nos relations avec plusieurs générations de dirigeants algériens. On n'a pas envie de divorcer, est-ce qu'on peut pas de bref? Non, je pense que du côté français, ce que j'en sais, là pour le coup, vraiment, je suis sincère, je ne sais pas, parce que beaucoup sont très mal à l'aise par rapport à cette situation, donc ils ne disent pas le fond de leur pensée. Peut-être pour ne pas me vexer aussi, peut-être pour ne pas... Parce que Pourquoi te vexer, Mohamed? Je ne sais pas, peut-être... Je n'ai pas envie, peut-être ils pensent que je n'ai pas envie de savoir tout le mal qu'ils pensent des Algériens. Peut-être, je dis bien, c'est une supposition. Je me mets à leur place. Quand vous avez en face des gens qui sont aussi médiocres, d'une certaine façon, il y a de quoi être dans une situation où les bras peuvent en tomber. C'est-à-dire, c'est quand même hallucinant que en face, il n'y ait pas des dirigeants responsables, sérieux, se disant nous sommes à la tête d'un État, il faut préserver nos intérêts stratégiques. Ils sont en train, disons les choses clairement. Est-ce que les relations peuvent se poursuivre? Est-ce que la rupture est évitable ou inévitable? Moi, je ne pense pas que les relations franco-algériennes peuvent se poursuivre en l'état actuel des choses dans un État normal. Il peut y avoir beaucoup plus d'hypocrisie que ce que ne peut accepter la diplomatie. C'est-à-dire que on peut essayer de rabibocher les choses de force comme ça,
Mais ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire c'est comme si on voulait faire rentrer un carré dans un cercle. Ça ne s'emboîte pas. Pourquoi? Dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle en anglais the ZOPA, Zone of Possible Agreement. C'est-à-dire qu'il faut qu'entre deux cercles, il faut qu'il y ait au moins un espace dans lequel on peut discuter des choses en commun. Là, on va prendre des choses très concrètes. La France est exigeante sur deux choses qui sont importantes, on le sait. Le renvoi des OQTF, délinquants islamistes qui peuvent être dangereux, on l'a vu à Mulhouse, et de ce point de vue, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais Bruno Retailleau a raison, il est dans son rôle, il est ministre de l'Intérieur. La sécurité des Français, c'est son job, sinon il sera défaillant. Et il n'est pas nommé pour ses beaux yeux, il est nommé pour des raisons politiques. L'Algérie ne dit pas mais, non, Mohamed. Si, l'Algérie. 40% de absolument pas. L'Algérie, absolument pas. Absolument pas. Le camouflet, absolument. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Le camouflet qu'a subi Jean-Noël Barrot était dans le fait que l'Algérie ne veuille plus entendre parler des accords de 1994 qui permettaient à ce que, dès le moment où la France peut identifier clairement un ressortissant algérien, c'est-à-dire l'identifier comme tel, elle pouvait le renvoyer. Et d'ailleurs, c'est en vertu de ces dispositions et de ces accords que, aujourd'hui, ce qui n'existait pas en 1994, des détenteurs d'un passeport biométrique, il n'y a pas plus clair qu'un passeport biométrique, on peut les mettre dans un avion et les je vais être très... Nous, on est d'origine algérienne, on n'en veut pas de ces gens-là ici, parce qu'ils salissent les Algériens, parce que... Non, mais je veux dire... L'Algérie, qu'est-ce qu'elle dit, Mohamed? Elle dit, bon, après, c'est un autre débat. Il faut passer par les consulats. Voilà, elle ne dit pas que je ne veux pas les reprendre, elle dit qu'il faut passer, parce que l'Algérie pense cher ami. qu'il faut authentifier leur nationalité. Pardon, cher ami. Encore une fois, l'argument ne tient pas une seconde. Parce que d'abord, les accords, quand on signe des accords, en 1994, il y a un accord qui est clair, dès le moment où un ressortissant algérien, son identité est établie, il peut être renvoyé. Mais en plus de ça, pourquoi ils veulent ça? Pour garder la main, c'est-à-dire faire en sorte à ce que ce soit eux qui décident parmi leur indésirable, qui peut rester en France et qui ne peut pas rester en France. Et ça, c'est une atteinte à la souveraineté nationale française. Alors, cher Mohamed, est-ce que le divorce est définitivement consommé? Parce que là, on n'est plus dans l'affaire de l'OQTF, on parle de l'affaire MLDZ. Les OQTF, ça existait bien avant. Maintenant, avec l'affaire MLDZ, le divorce est consommé, oui ou pas? Moi, je pense qu'il sera difficile de rétablir des relations normales. Parce que c'est comme si on voulait faire rentrer, encore une fois, un rond dans un carré. Ce n'est pas possible. Il ne peut y avoir un consensus entre les deux visions. Il y a une vision de la dictature algérienne et une vision de la République française. Et ce sont deux visions contradictoires. Bouzé, tu partages cet avis? Tout à fait, parce qu'Alger tente d'imposer une négociation de contrepartie à la libération de Boualem Sansal. Et Alger veut que la France délivre à l'Algérie des opposants, une liste d'opposants. Le contexte de 1987 se refait en 2027. Mais je pense que ce ne sera pas possible parce que l'État français est un État de droit qui a une justice indépendante qui ne peut pas accepter que des gens se fassent livrer juste comme ça pour plaire à Alger. Merci beaucoup, Khabti Rodati. Merci beaucoup, Mohamed Sifawi, d'avoir participé à notre débat. Merci beaucoup, cher Bouzé. C'était un débat un peu long, mais très important. Merci pour votre lucidité, pour votre courage et pour vos interventions respectives. Quant à nous, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous dans nos prochaines émissions, toujours pour les mêmes éclairages, pour des investigations, pour des révélations et surtout pour un débat libre, complètement libre, tout en restant neutre, mais surtout libre, sur les dessous très complexes de l'actualité algérienne. C'est comme ça, Khabti Rodati, et à la prochaine.